quand on a un automate à pile ou ou une machine de Turing. Parce que quand vous transitionnez d'un ensemble d'états vers un ensemble d'états, c'est pas juste des états. En fait, c'est des états plus de la mémoire. Et la mémoire, et du coup, elle est différente si vous faites plusieurs transitions différentes. Donc, il faut imaginer que vous êtes dans un état, vous avez plusieurs choix, et bien, ça vous amène dans plusieurs configurations différentes simultanément. Donc, c'est des ensembles de configurations. Chaque étape, c'est un ensemble de configurations, et vous recommencez. Donc, si je dois le représenter, ce truc-là, je vais vous faire un petit dessin. Imaginons pour un automate à pile, par exemple, vous avez votre automate, et vous avez votre pile. D'accord? Par exemple, à un instant donné, il y a A, et vous êtes dans l'état Q. D'accord? Et puis vous lisez dans le mot, vous lisez A. Et bien, imaginez, vous avez deux transitions possibles pour cette entrée-là. Ben, ça veut dire qu'on se retrouve avec deux. Peut-être dans un cas, ça va vous amener sur la pile. Maintenant, il y a A et B. Et puis vous passez dans l'état Q1. Et dans un autre cas, la pile. Maintenant, il y a juste C. Et vous passez par l'état Q2. OK? Donc ça, c'est deux transitions qui partent de la même configuration et qui vont dans deux configurations différentes. D'accord? Et bien, ce qu'on voit, c'est qu'il faut retenir les deux. D'accord? Et après, on pourrait imaginer que là, alors, il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a comme lettre dans le mot à la suite. Ici, peut-être, c'est la lettre D. Là, ce sera forcément la même lettre, hein, puisque le mot, lui, il ne change pas. Hein. Et puis, peut-être ici, il y a deux transitions de nouveau. Mince. C'est passé. Ah bah, ça y est. Alors, je crois que j'ai eu un bug. Je crois que le truc a craché. Attendez, je le relance. Super, donc le truc avait craché. OK. J'espère que ça ne va pas le refaire. Donc l'idée, hein, c'était ça, c'était de dire, on part. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah si, d'accord. Restaurer le fichier, peut-être qu'il va y arriver. Super, il a réussi à restaurer le fichier. OK. OK. Donc si on regarde le calcul d'un truc non déterministe, ça ressemble à ça, ça ressemble à un arbre. OK? À chaque fois qu'on est dans une configuration, on regarde l'ensemble des transitions qui permettent de sortir de cette configuration-là. Et du coup, ça nous donne un ensemble de configurations filles, et on répète, d'accord? Et en fait, si on voit la vision avec choix, c'est à chaque fois qu'on est à un endroit, on choisit un seul des enfants. Donc, par exemple, un calcul avec des choix, ce serait ça, suivre cette ligne rouge. Donc, faire un parcours, partir de la racine pour aller jusqu'à un fils, quoi. D'accord? Ça, c'est un calcul particulier, ce qu'on appelle un run de l'automate non déterministe en particulier. Ça va? Donc là, je suis parti des automates non déterministes, donc on va dire sur les machines de Turing non déterministes. C'est la même chose, bien sûr. Hop. Donc l'idée, c'est quoi? C'est, au lieu d'avoir une fonction de transition, on a une relation de transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir plusieurs fois des transitions à partir des mêmes entrées. Donc à partir des mêmes lectures sur l'alphabet, de la bande, de l'état. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, le fonctionnement de machine non déterministe, c'est représenté par une suite d'ensembles de configurations. Donc, on part de la configuration initiale, puis à chaque étape, on associe toutes les configurations qu'on peut obtenir par des transitions à partir des configurations d'étapes d'avant. Okay, et une entrée est acceptée s'il y a un état acceptant dans un ensemble de configurations. OK, donc autrement dit, si vous dessinez comme ça l'arbre, il faut imaginer, là j'ai fait sur un automate à pile, mais il faut l'imaginer du coup sur une machine de Turing. Vous dessinez l'arbre des possibles, et s'il y a une feuille qui accepte le mot d'entrée, le mot est accepté. Autrement dit, s'il y a un chemin dans l'arbre, donc une suite de choix de transition qui amène à j'accepte, alors le mot est accepté. Ça va? Donc une machine non déterministe, ça sert vraiment à reconnaître des mots, pas forcément faire des calculs. Parce que faire des calculs, vous voyez, il y a plein de chemins possibles. Qu'est-ce qu'elle calcule? C'est compliqué de dire. C'est compliqué. Quelle branche on va choisir pour dire ce qu'elle calcule? On ne sait pas. Par contre, on sait définir proprement est-ce qu'elle accepte ou elle refuse un mot. Elle accepte un mot si une des branches accepte le mot, et elle refuse si toutes les branches refusent le mot. Ça va?
Donc c'est la même notion que pour les automates. Parce que bien sûr, plus on a de mémoire, plus c'est un peu compliqué, quoi. Et je vous rappelle qu'on avait dit qu'on ne savait pas déterminiser les automates à pile. Donc évidemment, on ne sait pas non plus bien déterminiser. Enfin, c'est pas bien déterminisé. C'est pas, en tout cas, c'est pas évident de déterminiser une machine de Turing. Il se trouve qu'on peut le faire. Donc, qu'est-ce que je dis dans ce théorème? Les machines de Turing déterministes et non déterministes sont équivalentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une machine de Turing non déterministe, donc qui reconnaît un certain langage, bah, je peux vous donner une machine de Turing déterministe qui reconnaît le même langage. C'est ça que ça veut dire équivalent. OK? Enfin, ça veut dire dans un sens, dans l'autre sens, c'est évident. Alors, j'ai mis preuve en TD, mais je peux vous donner une idée de la preuve, et on aura, j'espère, le temps de la faire en détail en TD. L'idée de la preuve, elle est très simple. C'est vous dites, ma machine de Turing non déterministe, ça fait donc cet arbre de calcul. D'accord? Chaque sommet, c'est une configuration, et chaque arête, c'est une transition possible à partir de cette configuration-là. D'accord? Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour simuler ça? On fait un parcours de l'arbre de calcul. C'est-à-dire qu'on crée une machine de Turing déterministe qui va faire quoi? Qui va faire un parcours de cet arbre-là, donc qui fait par exemple un parcours en profondeur. Ça dépend si on veut gérer ou pas les branches infinies. Si on veut gérer les branches infinies, il faut faire un parcours en largeur. Faites exactement l'algorithme du parcours en largeur. Et comment vous faites pour trouver le fils d'une configuration? Eh bien, vous appliquez le code de la machine de Turing que vous simulez. D'accord? Donc, vous implémentez un parcours en largeur sur votre machine de Turing. Et c'est quoi les fils d'une configuration? Bah, ils sont donnés par le code de la machine de Turing ici qui décrit la machine de Turing non déterministe, dont c'est l'arbre de calcul ici. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Et donc ça, cette machine de Turing déterministe qui fait le parcours de l'arbre de calcul en largeur, bah, elle est déterministe et elle fait le même calcul. Plus exactement, si elle va tomber un moment sur une feuille qui accepte, elle accepte. Et donc elle va accepter si et seulement si, eh bien dans l'arbre de calcul de la machine non déterministe, il y avait bien une feuille acceptante quelque part. Est-ce que ça va ce truc-là, hein, parce que je reste assez vague. Vous avez bien compris que ces arbres, ça veut dire les sommets, c'est des configurations. Donc pour des machines de Turing, ça veut dire état de la machine plus contenu de la bande. Et que si je mets plusieurs petites arêtes, ça veut dire que j'ai plusieurs transitions possibles dans ma machine. Donc au lieu d'aller vers une nouvelle configuration, comme ce qu'on avait fait jusqu'avant, ben, on peut aller vers plusieurs configurations. Ça va? Alors par exemple, si je vais voir le site Turing Machine Simulator et que je fais une machine non déterministe, ça ressemble à quoi? Alors, regardez, ça ressemble à ça. Ça ressemble à dire, j'ai deux règles. Donc ici, j'ai mis deux règles qui prennent la même entrée, Q0A. Donc deux règles pour lesquelles, si jamais je lis un état Q0 ici et une lettre sur la bande A ici, je fais quelque chose. Et donc je fais deux choses différentes ici. Ça, par exemple, qui fait juste avancer la tête, et ça qui accepte. Ok, bah, ça, c'est une machine non déterministe. Il y a deux choix. Ok, bon, là, en l'occurrence, vous voyez, dans ces deux choix, soit je reste sur mon état quand je lis un A, soit j'accepte tout de suite. OK? Alors, si j'appuie sur compile, qu'est-ce qui se passe? On voit erreur, transition in line 16 is already defined. Donc, du coup, vous voyez que le site Turing Machine Simulator, il n'accepte pas les machines non déterministes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même assez différent, les machines non déterministes. C'est très pénible de montrer comment ça tourne. Donc, ils ont choisi de ne pas supporter les machines de Turing non déterministes, ce qui est tout à fait raisonnable. Par contre, nous, on peut se demander, cette petite machine, donc c'est là où on va essayer de voir si vous avez bien compris, cette petite machine, elle accepte quoi comme mot? Là, j'ai écrit une petite machine non déterministe. Vous voyez, elle a que deux états, hein, Q0, l'état initial, Qax, l'état acceptant. Cette petite machine non déterministe, qui est-ce qu'elle accepte comme mot? Alors, je vois A étoile. Ouais. Donc, vous voyez, effectivement, déjà, s'il y a des B, supposons que c'est AB le langage, bah, elle n'accepte pas. Je n'ai pas mis de règle pour relire des B.
Ok. S'il y a un A, on peut toujours dire j'accepte. Mince. D'accord? C'est Q0A, j'accepte. Ou alors, on peut rester dans le même état et lire la prochaine lettre. Donc, William, tu as tout à fait raison. Ce qu'on peut faire là, à chaque étape, c'est soit lire un A, soit accepter s'il y a un A. Ok? Donc, on peut lire autant de A qu'on veut et s'arrêter en acceptant. Donc, on peut lire n'importe quel mot qui a que des A et accepter. Par contre, dès qu'il y a une autre lettre qu'un A, on refuse automatiquement. Donc, c'est tout à fait le langage A étoile qui est accepté par cette machine non déterministe. C'est quoi le mot? Ah oui, il n'y a pas le mot vide, tu as raison. C'est A étoile moins le mot vide. Tu as tout à fait raison. Bonne remarque. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est n'importe quel nombre de A, mais pas 0 fois A. C'est pas exactement A étoile. C'est A étoile moins epsilon. Bah non, parce qu'effectivement, on commence dans l'état Q0 et on voit qu'il faut quand même avoir un A là pour transitionner. Donc, on ne peut pas accepter epsilon. On pourrait rajouter une règle pour bien avoir A étoile. Ok, super, vous avez bien compris. C'est parfait. Donc, si on voulait représenter donc je vais représenter le petit arbre qui explique comment ça se passe. Par exemple, si j'applique cette machine de Turing sur le mot AAA, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai... Ah oui, non, attendez. Je vous dis une bêtise en fait. C'est pas ça. Bon, on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Donc là, je vais l'écrire un peu en gros. On commence avec Q0. Je ne vais pas représenter à chaque fois la bande, hein, mais de toute façon, à chaque fois qu'on avance, là, vu comme je l'ai écrit, on avance de 1 dans le mot sur lequel on lit. Ça, c'est l'entrée, d'accord? Sur la bande au début. Au début, on est dans Q0. Et là, qu'est-ce qu'on a comme choix? On peut aller en fait dans Q-axe, parce qu'on lit un A, ou on peut aller dans Q0, en se déplaçant de 1 dans la bande. De nouveau, on lit un A, on peut aller dans Q-axe et dans Q0. Et enfin, on lit un troisième A, donc on peut encore aller dans Q-axe, dans Q0, et ensuite, on est rejeté. Il faudra un état spécial, d'accord, mais c'est rejet là. Parce qu'il n'y a plus de lettres, donc quand on lit, on est rejeté. Donc, vous voyez, on a un arbre là qui décrit le calcul, tous les calculs possibles. Comme en fait, il y a plein de chemins qui vont vers Q-axe, bien sûr, le mot est accepté. Par exemple, ce chemin-là, il va vers Q-axe, mais aussi celui-là, mais aussi celui-là. D'accord? Donc là, le mot AAA est accepté. Alors, je vous ai dit une bêtise en disant c'est la étoile tout à l'heure. Non, parce que regardez, qu'est-ce qui se passe si j'ai le mot A, B, A? Est-ce qu'il est accepté ou rejeté, lui? Il crache? Qu'est-ce que ça veut dire, il crache? Ben, si je fais ABA, regardez ce que ça donne comme arbre de calcul. Donc ça, c'est le premier. On commence aussi avec Q0 et on lit un A. Lire un A, ça permet de faire deux choses différentes, deux transitions, soit d'aller en Q-axe, soit d'aller en Q0. Et en Q0, comme je lis un B, je l'appelle Roger, hein, mais il faudrait un état spécial, d'accord? On va appeler reject dans le cours, je crois. Okay. Donc il ressemble à ça l'arbre de calcul de ABA. Mais vous voyez, on a encore un chemin qui amène vers Q-axe. Il suffit d'accepter au premier coup quand on lit un A. OK? Donc le mot, il est accepté. Non, ça n'accepte pas toujours, ça accepte dès que ça commence par un A. D'accord? Parce que la transition, elle est faite de telle manière à ce que si je lis un A, j'accepte. Donc dès que je commence par un A, j'accepte. Non, est-ce que c'est... Voilà. À cause de cette règle-là, dès que je lis un A, j'ai le droit d'accepter. Donc en fait, dès que je lis un A en première position, je peux accepter. S'il n'y a pas de A en première position, de toute façon, je ne peux pas continuer. Donc finalement, ça vient à dire, c'est le langage des mots qui commencent par un A. Alors, il n'y a pas une chance qu'on prenne une autre transition vers reject.
Donc je répète ce que j'ai expliqué. Il y a deux transitions possibles. D'accord? Donc quand on écrit l'arbre, on écrit tous les possibles. D'accord? Mais ensuite, c'est pas du hasard, c'est pas de l'aléatoire. On pourrait faire ça, hein. Il y a aussi des algorithmes aléatoires où on tire au hasard les transitions. C'est tout à fait intéressant, mais on en parlerait plutôt en algorithmique là, de cela. Là, on dit juste s'il existe une suite de transitions qui nous amène vers un accept, alors ça accepte. Donc il suffit qu'il y ait une suite, qu'il y ait une suite qui marche pour accepter. Ok? Ça veut dire que si vous faites un bon choix des transitions et que ça accepte, alors le mot est accepté. Donc là, oui, il y a deux transitions possibles, il y en a une qui rejette, mais comme on peut en choisir une qui accepte, alors c'est bon, le mot est accepté. Donc on accepte bien ABA. En fait, on accepte tous les mots qui commencent par A avec ça. Ok. Donc c'est très bien qu'on ait fait ces exemples-là pour voir ce que vous avez compris et pas compris. Effectivement, souvent, on se fait des représentations qui ne sont pas correctes, intuitives, mais j'espère que maintenant que j'ai expliqué plusieurs fois la même chose, vous avez bien vu le problème, hein. Vous avez plusieurs calculs possibles, et c'est l'existence d'une suite de calculs correcte, correcte, ça veut dire qui amène à un état acceptant, qui dit que le mot est accepté. C'est pas très intuitif, on se dit qu'on a plusieurs choix, d'où est-ce que je peux faire le meilleur choix? C'est la définition. Et d'où est-ce que je peux faire le meilleur choix? L'explication, c'est on va dire une partie de l'explication, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut le simuler par une machine non déterministe, une machine non déterministe par une machine déterministe, en fait, en faisant tous les choix possibles, d'accord? En faisant un parcours de l'arbre de calcul. Ça revient vers tous les choix, et si on se rend compte qu'il y en a un qui est bon, bah, on le repère, quoi. OK? Donc cette machine de Turing non déterministe, elle va pouvoir vous être utile quand vous allez écrire, quand vous allez dire il faut reconnaître tel langage, vous dites ah ouais, c'est plus facile à écrire avec une machine non déterministe, bon, très bien. Et c'est très utile aussi en complexité. Je ne crois pas qu'on aura le temps de le traiter cette année, mais l'année prochaine, quand vous referez ce cours, puisqu'il passe en L3 l'année prochaine, j'en profiterai pour parler plus de complexité du coup, je crois. Et notamment en lien avec cette machine non déterministe. Okay. Est-ce qu'il y a des questions sur la machine Turing non déterministe? Peut-être vous avez déjà entendu parler de la question, peut-être Franck Kessel vous en a parlé en passant, P égale NP, plutôt P différent de NP. Ah, laquelle accepte ABA? Là, quand j'ai donné mes exemples, c'était toujours la même machine, celle que j'ai écrite ici, là. D'accord, je n'en ai jamais changé. Cette machine avec deux transitions. J'ai fait la plus simple possible, hein. OK. Donc c'était pour William, c'est ça qui posait une question, hein, je répète. Les deux exemples que je donnais ici, c'était pour la même machine. Et donc elle accepte ABA. Ouais. Ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, on se trompait tout à l'heure, on a bien vu que ça acceptait n'importe quelle suite de A. En fait, dès que ça commence par un A, ça accepte. Puisque dès que ça voit un A au début, on peut choisir de dire que je passe sur l'état Q accepte, et c'est terminé, elle accepte le mot. OK. Et donc je disais, oui, P différent de NP, c'est un problème de complexité, qu'on aura l'occasion, je vous dis peut-être plutôt l'année prochaine, de regarder un petit peu en détail, si vous en avez déjà entendu parler. Ça vient des machines de Turing non déterministes. P, c'est ce que peuvent faire les machines de Turing en temps polynomial, avec un nombre de configurations polynomiales, comme dans un calcul. NP, c'est aussi un nombre de configurations polynomiales, mais pour une machine non déterministe. D'accord? Et on demande, est-ce qu'on peut faire la même chose? Voilà. Alors pour William. Et après, on peut faire tourner des B sur QAccept. Attention, on n'est pas dans William dans un automate. Dès qu'on arrive sur un état accepte, on accepte. On n'est pas obligé de dire tout ce qui est sur la bande. D'accord? Bah oui, c'est ça la différence d'une machine de Turing. La machine de Turing, elle a toute l'information sur sa bande. Et c'est pas je lis les lettres une par une du mot d'entrée. Non, c'est je fais ce que je veux avec la bande. Et dès que j'arrive sur accepte, j'accepte. Voilà. Alors, c'est quoi état rejeté pour dire qu'on accepte? Là, j'ai marqué des états rejet pour dire au contraire qu'on rejette. Là, hein. Ça correspondait en fait à. Il n'y a pas de transition, donc on rejette. C'est pour rendre le truc explicite. C'est ça. Clémence dit on accepte avant de dire le B. Exactement.
J'espère que vous avez compris. Oui, je comprends que du coup, c'est pour ça que parfois vous avez du mal à comprendre, c'est qu'il y a quand même des variantes entre ces différents modèles, et parfois on reste effectivement avec en tête comment fonctionnait le truc d'avant. Et donc il faut bien voir les différences. Et c'est vraiment en fait assez différent d'avoir toute l'information sur la bande, parce que par exemple, voilà, on a le droit d'ignorer une partie de l'entrée. On peut tout lire. Donc ça change les choses quand même. Ok, alors on peut continuer. J'espère qu'on a fait suffisamment clarifier ce problème-là. Donc, on a vu là qu'on a pu pas mal généraliser la machine de Turing, donc avec un alphabet plus large, plus de bandes et du non-déterminisme. Et que, a priori, ça donne toujours la même chose. Et jusqu'à présent, pour améliorer les automates, ce qu'on avait plutôt fait, c'était augmenter la mémoire. Donc, on n'avait pas de mémoire au début, puis une pile, puis une liste doublement chaînée. Et vous verrez, ça revient après à deux piles. Okay, et on peut se demander, est-ce qu'on peut utiliser une structure de données plus puissante? C'est-à-dire, ma mémoire, bon, elle est infinie, là. D'accord? Mais on avait vu qu'en passant d'une pile à une liste doublement chaînée, parce que notre bande, c'est ça, c'est une liste doublement chaînée, eh ben, on avait amélioré la puissance de l'automate. Donc peut-être qu'en se permettant d'accéder encore plus facilement à la mémoire, donc quelque chose de mieux encore que la pile ou la liste doublement chaînée, on va donner encore plus de puissance à nos automates. Donc qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme structure de données pour stocker les informations meilleure que la liste doublement chaînée, à votre avis? Dans l'idée de, OK, je vais mettre mon automate, plus une structure de données vachement efficace, ça va me faire un automate encore meilleur. Vous avez une proposition? Non, pas de proposition de structure de données que vous aimez bien? Ah oui, un tableau, tu arrives à lire dans mon truc en gris? Bah oui, bien sûr. Effectivement, un tableau. Alors, pourquoi un tableau? Pourquoi est-ce qu'un tableau, à votre avis, c'est plus puissant qu'une liste doublement enchaînée ou qu'une pile? Qu'est-ce que ça a comme avantage, un tableau, par rapport à... Alors, on sait accéder à des cases au milieu, oui, tout à fait. Hein, dans la liste, on peut vraiment juste aller d'une case à une autre, alors que dans un tableau, on peut aller n'importe où en un coup. C'est quand même vachement plus pratique. Donc ça, c'est une bonne raison. Et pour expliquer pourquoi c'est plus général qu'une pile ou qu'une liste doublement enchaînée, vous avez une idée? En quel sens on pourrait dire que c'est plus général qu'une pile ou une liste doublement enchaînée? Ouais, pile et liste sont inclus dans un tableau. Alors, il faudra m'expliquer quand même ce que ça veut dire exactement, mais ouais. C'est-à-dire qu'avec un tableau, on peut faire des piles et des listes, plus exactement. Comment est-ce qu'on peut faire une pile avec un tableau? Vous avez dû voir ça en algo, non? Ouais, on ajoute à la fin, on retire à la fin. Donc effectivement, vous avez vu ça en algo. On sait implémenter, quand on veut implémenter une pile, on sait le faire avec un tableau. Bah, on prend son tableau. Et puis, le fond de la pile, il est là, quoi. Puis vous mettez vos objets dans votre tableau. Et puis vous avez juste une variable qui vous dit, ici, c'est le haut de la pile. Donc il n'y a rien dans le haut de la pile et ensuite, quoi. OK? Et donc on insère toujours dans le haut de la pile, et puis on décale le haut de la pile, ou on supprime en allant par là. OK? Donc ça, on peut implémenter une pile avec un tableau. Donc c'est assez naturel de se dire, si j'ai un tableau, ça va faire mieux qu'une pile. Je pourrais simuler un fonctionnement avec une pile. Est-ce qu'on peut aussi implémenter une liste avec un tableau? Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu en algo. Moi, quand je faisais le cours d'algo, j'abordais ce point-là, mais je ne suis pas sûr que c'est encore le cas. Donc une liste, vous savez comment ça fonctionne, hein? C'est une structure. On donne le droit de lire que dans un sens, ouais. C'est un peu l'idée. Enfin, bon, elle est doublement enchaînée, donc là, ça peut être les deux sens, mais que les voisins, on pourrait dire. Après, c'est un petit peu galère.
Donc oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire, quand on écrit, on a le droit d'écrire d'aller ensuite que sur les cases juste après. Tout à fait. Mais donc ici, moi, je voulais dire, on peut, donc ça c'est effectivement, donc si on veut juste simuler une MT avec un tableau, oui, on va dire le tableau, il représente la bande, quoi. Et donc on a juste le droit de se balader dans ce tableau de 1 en 1. Mais effectivement, en toute généralité, ce que je disais, c'est qu'une liste, de toute façon, on peut l'implémenter avec un tableau. Comment ça marche? Eh ben, vous vous rappelez, donc, une liste, c'est quoi? C'est des éléments. Et les éléments, ils ont une valeur et un pointeur vers le suivant. Donc, si c'est une double enchaînée, vers le suivant et le précédent. Ils ont déjà juste simplement enchaîné. Et ben, avec un tableau, deux cases, ça va correspondre à un élément. Donc, vous allez mettre la valeur, par exemple, et ici, vous allez mettre le suivant. Et le suivant, c'est le numéro de case. Donc ça, on voit ça comme une grande case. C'est le numéro de case de votre suivant dans votre liste. Par exemple, ici, ça va être 3, 5, et ici, ça va être, je ne sais pas moi, 6, 1. Ça veut dire quoi? 2, ça veut dire, c'est celui-là mon suivant, c'est celui en position 2. 1, ça veut dire c'est celui-là, c'est celui en position 1. 5, ça veut dire c'est celui là-bas, qui est en position 5, etc. D'accord? Donc à chaque fois, vous avez la valeur, et qui est mon suivant, et le suivant, ça correspond à la position dans le tableau. Okay. Et donc c'est comme ça qu'en réalité sont implémentées les listes. Quand vous avez des listes avec des pointeurs, ça revient à ça. Hein. Un pointeur, c'est une adresse mémoire. Donc ça peut se voir comme une position dans le grand tableau qui est la mémoire. OK? Donc, de toute façon, une liste, simplement enchaînée, double enchaînée, on peut tout à fait la simuler très facilement avec un tableau. OK? Bien. Donc, tout ça pour dire que le tableau, normalement, il est plus général que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et il a cet avantage qu'on a dit tout à l'heure de pouvoir aller où on veut très vite dans la mémoire. Et donc, il y a un modèle qui gère justement des tableaux. C'est ce qu'on appelle la machine RAM. RAM comme Random Access Memory, c'est-à-dire le mot qu'on utilise pour la mémoire des ordinateurs. Okay. Et on utilise aussi le terme de machine de von Neumann. Donc, von Neumann, c'est un chercheur en informatique extrêmement connu, pas uniquement en informatique, en théorie des jeux aussi. Et il a participé à la construction des premiers ordinateurs. D'où le nom machine de von Neumann, puisque c'est une architecture, c'est un modèle de calcul qui ressemble beaucoup aux machines qu'on utilise maintenant. Alors, aux machines qu'ils ont créées à l'époque, les autres premiers ordinateurs des années 40-50, mais du coup, ça ressemble quand même beaucoup à ce que nous, on a. Plus, en tout cas, qu'une machine de Turing. Alors, c'est quoi une machine RAM? Je vous montre ce que c'est. C'est un nouveau modèle de calcul. Et il faut imaginer que c'est un peu comme une machine de Turing, un peu plus qu'une machine de Turing, mais dans lequel on aurait un tableau comme mémoire. Et alors, comment ça se voit, ce tableau? Vous avez ce qu'on appelle une suite infinie de registres, R1, R2, R3, R4, R5. Il faut imaginer que c'est les cases de votre tableau, en fait, ces registres. D'accord? Et dans un registre, on peut mettre un entier. OK? Donc, c'est doublement plus simple et plus général qu'une machine de Turing. Donc, vous avez un tableau, R1, R2, R3 jusqu'à l'infini, comme notre bande. Mais en plus, on peut mettre un entier, pas juste n'importe quel élément d'un alphabet fini, mais carrément un entier. OK? Donc, on va travailler sur les entiers, ce truc. Et ensuite, la machine, au lieu d'être définie par une suite de transitions, elle est définie par une suite d'instructions. C'est presque la même chose, mais vous allez voir. Et les instructions, elles sont de plusieurs natures. Ça ressemble plus à de la programmation, vous allez voir. Vous avez par exemple des instructions arithmétiques. Vous pouvez faire des trucs du genre add R1, R2, R3. Donc add, c'est l'instruction. Vous imaginez bien que add, ça veut dire ajouter. R1 et R2, c'est les arguments. Donc vous allez ajouter le contenu du registre 1 et du registre 2. Et R3, c'est la destination. Vous allez ranger la valeur dans R3. Donc je vous fais un exemple. Donc, on a notre petite machine de von Neumann. Elle a 3 registres R1, R2, R3. Il y a par exemple 4 et 2. Et vous allez faire l'instruction add R1, R2, R3. Qu'est-ce qui se passe? Il fait 4 plus 2 égale 6. J'écris 6 dans R3. Ça va pour tout le monde? Ça devrait aller, je pense, parce que ça ressemble beaucoup à de la programmation, non? Ouais.
Ok, c'est clair. Donc vous pouvez imaginer que on a une infinité de variables qui ont déjà un nom, R1, R2, R3, R4, et puis qu'on peut les manipuler. Donc les premières opérations très naturelles, bien sûr, c'est tout ce qui est arithmétique. Donc ajouter, soustraire, multiplier, diviser. D'accord? Et on fait toujours sur deux opérandes, et on met le résultat dans un troisième opérande. Ok. Après, il y a des instructions de contrôle. Donc là, j'en ai mis que deux parce que c'est les plus simples et ça suffit en fait. Il y a jump et jump if equal. Jump et jump if equal, ça permet de sauter dans le code. Alors, il faut que je vous montre à quoi ça ressemble. Je vous montrerai juste après, d'accord? Euh, Jump Z, Z ici, c'est une valeur. Donc, ça veut dire saute dans l'instruction. Jump R1, R2, R3, et ça va sauter R3 instruction, donc ce qu'il y a dans R3, si R1 est égal à R2. Donc c'est un peu plus compliqué. Ça permet d'implémenter ça, les if et les boucles. On verra tout à l'heure. C'est la même chose que des if et des books, c'est des instructions de contrôle du code que vous exécutez. Et alors attention, on peut être plus général. Déjà, au lieu de mettre des registres, on peut parfois mettre des constantes. On a le droit d'utiliser des constantes. Donc vous avez le droit de dire ajouter 2 et 3 et mettre dans R3, c'est-à-dire mettre 5 dans R3. D'accord? Ou bien ajouter 2 et R2 et le mettre dans R3. D'accord? On a le droit d'utiliser des constantes partout. On peut mettre des registres, ça on a vu, et on peut mettre des références. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si je fais add R1, R2, R3? Alors ça, il faut que je fasse l'exemple. Donc, on va faire ça. Si je fais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire ajoute le registre dont l'adresse est dans R1. Ça veut dire ça, R1. C'est comme, en fait, suivre un pointeur. OK? Quand j'ai mis comme ça, l'entre crochet de R1, c'est ce qu'on appelle de l'indirection, c'est pas ajoute R1, c'est ajoute la valeur du registre dont l'adresse est donnée par R1. C'est quoi ici le registre dont l'adresse est donnée par R1? Dans mon exemple là, R1, sa valeur c'est quoi? Alors R1, sa valeur c'est 4, et du coup, ça fait référence au quatrième registre, et le quatrième registre, effectivement, il est de valeur 7. Tout à fait. Du coup, c'est quoi le résultat de mon calcul de cette instruction? C'est j'écris, toujours dans R3, hein, j'écris 9 dans R3. Voilà. Donc on a le droit d'utiliser des choses qui ressemblent à des pointeurs, de l'indirection. OK? Hein, donc, au lieu d'utiliser directement la valeur d'un registre, on peut dire, non, je vais utiliser cette valeur comme étant en fait l'adresse d'un truc que je dois lire dans la mémoire. Pourquoi je fais référence au R4? Parce qu'il y a 4 dans la valeur dans R1. Voilà. Donc il y a des entiers dans les registres. Et quand on dit je regarde cette valeur par référence, ça me donne le numéro du registre qu'il faut que j'aille voir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc c'est déjà les mécanismes de, si vous voulez, de pointeur qui sont naturellement dans le modèle de calcul. Vous voyez, c'est hyper simple. J'ai juste des instructions arithmétiques, des trucs qui permettront ensuite de faire des boucles et des ifs, et la gestion des pointeurs. Alors, j'ai pas dit, mais il faudrait aussi, je crois que je ne l'ai pas dit ici, il faudrait des trucs pour pouvoir comparer les valeurs aussi. Alors là, remarquez, on a un truc qui permet de savoir si on est égal. Donc, je pense qu'à partir de ça, on peut tout faire. Mais bon, en pratique, on a envie d'avoir des trucs qui permettent de dire plus petit, plus grand, des choses comme ça. Je crois qu'effectivement, peut-être avec JE, on a tout ce qu'il faut. Bon, avec. OK? Alors, il faut que je vous explique les jumps et les JE. Donc, jump. Donc, par exemple, donc on a, je sais pas moi, add R1, R2, R3. Puis après, on a jump 2, sub quelque chose, div quelque chose, de nouveau, add, je sais pas moi, R2, R3,
R3. OK? Qu'est-ce qui fait ce code-là? Comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Eh bien, il faut l'interpréter en le lisant de haut en bas et en appliquant chacune des instructions à la suite. OK? Ça, c'est le principe d'un code d'une machine RAM, des codes en général, que vous savez coder. Donc, on lit la suite des instructions dans l'ordre. OK? Donc, le premier vous dit, par exemple, ici, ajouter R1 et R2 dans R3. OK, 4 plus 2 égale 6, c'est parti. Je vais exécuter le code. Et on écrit 6. Et puis là, il y a jump 2. Jump 2, ça veut dire sauter les 2 prochaines instructions. C'est pour ça que je ne les ai pas écrits en entier. Donc ça nous amène directement ici. On ne va pas faire le sub et on ne va pas faire le div. Et là, on a add R2, R3, R3. Donc ajouter R2 et R3 à R3. Donc ça fait 2 plus 6, 8 dans R3. OK? Donc le jump va permettre de passer des instructions. Alors si on n'avait que ça, ce ne serait pas intéressant. Ce qui est important, c'est qu'on a aussi le jump conditionnel, qui permet de faire des if ou des choses comme ça. OK? Alors, je vais vous montrer un vrai programme. Ici, par exemple, je fais un programme qui calcule la taille d'un nombre en base 2 qui est donné dans le registre R1. Donc, mon entrée est dans le premier registre. C'est ce qu'on va faire généralement. On dit, OK, la machine de RAM, elle est définie par quoi? Par son programme, donc une suite d'instructions que vous donnez. OK? Et puis ensuite, quand elle fonctionne sur une entrée qui est dans son premier registre. Et qu'est-ce qu'elle calcule? Ce qui est dans le premier registre, par exemple, à la fin du programme. OK? On peut être plus général que ça, on peut dire dans la suite de ces registres, si elle doit sortir une liste, un tableau, par exemple. OK? Et alors, regardez comment fonctionne ce truc, et on le fera marcher ensuite sur un exemple. Donc, je veux calculer la taille en base 2 de l'entier qui m'est donné dans R1. Vous vous rappelez de l'algo qui permet de faire ça, de calculer la taille en base 2 d'un nombre? C'est quoi l'idée? Si jamais vous vouliez le faire en C. Vous avez dû l'avoir, ça, vous l'avez vu sur le premier semestre en C ou en algo. Enfin, je répète, calculer la taille en base 2 d'un nombre. Comment on fait? Ça revient à calculer son logarithme, en fait. Mais comment on fait? Alors, on calcule les puissances de 2. Alors ça, c'est un peu une manière inverse de le voir. Effectivement, on pourrait calculer les puissances de 2. Et à partir du moment où on a trouvé la puissance de 2 qui devient plus grande que le nombre, on a trouvé son log. Mais dans l'autre sens, c'est plutôt, on prend le nombre, on divise par 2, de manière répétée. Et une fois qu'on arrive à 0, c'est que on a trouvé le nombre de fois où on a divisé par 2, c'est sa taille, en fait. À chaque fois, on enlève un bit, quand on divise par 2, à la taille du nombre. C'est le principe de division par 2. On enlève exactement un bit au nombre qu'on représente en base 2. OK? Donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut faire une boucle qui divise par 2. On s'arrête quand le nombre vaut 0. Alors, regardez. Donc, j'ai une première instruction, là, add 00 R2. C'est pour initialiser le compteur R2 à 0. OK? C'est mettre 0 dans R2. Bon. Ça, c'est l'initialisation du programme. Et R2, il va me servir, en fait, à ce compteur de combien de fois j'ai divisé. OK? Add R2, 1, R2. Vous voyez, j'ajoute 1 à R2. Donc, ce truc-là, c'est l'instruction qui dit ajoute 1 au compteur de taille. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il divise R1 par 2. Div R1, 2, R1. Donc on prend l'entrée, on la divise par 2. Vous voyez, bon, ça c'est juste l'initialisation, mais ça va à chaque fois dire, je divise mon entrée par 2 et j'ajoute 1 au truc qui compte combien de fois j'ai divisé par 2. Facile, non? Et là, on fait JE R1, 0, 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, JE, on ne l'a pas encore vu, c'est un jump conditionnel. Il est exécuté quand le premier est égal au deuxième. Donc ici, quand R1 est égal à 0. Quand R1 est égal à 0, il va se passer un truc. OK? Il va se passer quoi? Excusez-moi. Il va se passer que on fait un jump de 1. C'est le troisième argument. Donc, si R1 est égal à 0, c'est-à-dire si l'entrée est égale à 0, parce qu'on a divisé suffisamment de fois par 2, maintenant elle vaut 0, on va faire un jump de 1. Sinon, on ne fait rien. OK? Donc, tant que le nombre est positif, on ne fait rien, et on arrive sur ce truc-là, qui est jump moins 3.
et jump moins 3, on peut utiliser des nombres négatifs, hein, bien sûr, bah, on en revient 1, 2, 3 lignes avant. Alors, vu comme j'ai fait, ça devrait être plutôt moins 2, en fait. Désolé. Vu comme je compte, c'était moins 2, parce que je veux recommencer à cette ligne-là, et pas à 0, 0 là. Donc je vais le corriger, hein, c'est moins 2. Hop, je le corrige tout de suite. Moins 2. Et voilà. Donc vous voyez, tant que R1, qui est donc notre entrée, n'est pas arrivé à 0, on va revenir en arrière et réappliquer de je compte 1 et je divise par 2. Et puis le jour où R2 est arrivé à 0, eh ben on passe le jump, hein, puisque JE, R1, 0 R1 et 0 sont égaux, donc on saute le jump. Et donc on arrive à la fin du programme. Et quand on arrive à la fin du programme, ça se termine. Et le résultat se trouve ici dans R2. Alors on aurait pu faire une petite ligne de plus qui recopie R2 dans R1 pour dire que l'entrée est dans R1 au début et la sortie dans R1 à la fin. Ça dépend du choix qu'on fait en fait sur la définition de ce que calcule une machine RAM. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous montrer? Peut-être je vais le montrer sur un exemple. On va le faire tourner sur un exemple. Donc je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et on va le faire tourner sur un exemple à côté. On va prendre. Mince. Du coup, est-ce que je vais réussir à. Voilà. Flûte. Qu'est-ce qu'il est passé? S'enfuit, moi. Ah, c'est pas possible. Ça va avoir trop de trucs ouverts. Hop. Voilà. Et donc, on va essayer de le faire. Donc, disons R1 et R2. On va mettre dans R1, on va mettre 5. D'accord? Oui, c'est ça. On saute 2 instructions, alors qu'avec moins 3, ça en sautait une de trop. C'est pour ça que j'ai changé. Exactement. Je voulais pas revenir à la toute première instruction. La toute première instruction, elle initialise le compteur. Je ne veux pas l'initialiser à 0 à chaque fois. Ce compteur, je veux le garder au fur et à mesure de la ligne. Donc voilà. Donc au début, on commence par ça. On n'utilise que 2 registres, donc je ne représente que 2 registres, mais on pourra en utiliser autant qu'on veut. Et dans le premier registre, il y a l'entrée, ici, qui est 5. Et donc je veux calculer la taille de 5 en binaire. C'est quoi la taille de 5 en binaire? Ça s'écrit 1, 0, 1. C'est de taille 3. D'accord? Donc normalement, ça va calculer 3, si je n'ai pas écrit de bêtises. Donc on fait la première instruction, add 0, 0, R2. Ça veut dire je mets 0 dans R2. OK? Ensuite, le compteur de taille est incrémenté de 1. OK. Parce qu'on fait add R2, 1, R2. Donc on ajoute 1 à R2. Très bien. Je passe à R2 égale 1. J'aurais peut-être dû inverser le sens, mais c'est pas grave. Ensuite, div R1, 2, R1, ça veut dire que je divise R2 par 2. Je divise R1 pardon, par 2. Et donc 5 divisé par 2, ça fait. Ça fait 2. Exactement. Puis je me demande, est-ce que R1 est égal à 0? Bah non, clairement, R1 n'est pas égal à 0. Donc, j'arrive sur jump-2 et je reviens sur la deuxième ligne là, du programme. Add R2, 1 R2. Donc, on continue. Add R2, 1 R2, j'ajoute 1 R2. A2. Et ensuite, div R1, 2, R1, je divise R1 par 2. Donc ici, 1. Voilà. J'arrive à mon jump equal R1, 0. Est-ce que R1 est égal à 0? Toujours pas. Donc je reviens sur jump-2. Donc je recommence encore une fois ma boucle. C'est vraiment une boucle que j'ai implémentée ici. R2 est égal à 3 parce que je l'incrémente. 1, je le divise par 2. J'arrive à 0. Et là, jump R1, 0. Qu'est-ce qui se passe? Jump R1, 0. R1 est bien égal à 0. Donc je jump de 1. Du coup, j'arrive à la fin du programme. Ça termine. Et mon résultat est bien
dans R2, comme je l'avais dit, on a 3 dans R2. Okay, donc on a bien calculé la taille en base 2 de R1, de l'entrée. Okay, donc ce petit modèle de calcul-là, il ressemble très très fort quand même à de la programmation C, non? Là, j'ai vraiment copié l'algo qu'on avait vu ensemble. Enfin, vous avez vu en algo normalement ou en C qui permet de calculer la taille. Juste, j'ai dû vous montrer un peu comment on faisait une boucle. C'est pas tout à fait naturel. Il faut utiliser ces jumps qui se baladent dans le code. Ça va? Alors, pour être complètement à l'aise avec ce modèle de calcul, donc je vous le montre parce que il est plus simple à manipuler et il est très très proche d'un ordinateur. Si vous voulez faire une bonne représentation de comment fonctionne un ordinateur, c'est ce modèle-là qu'il faut avoir en tête. Okay, ça ne veut pas dire que pour un cours théorique, c'est vraiment utile, mais ce modèle-là, c'est vraiment comme ça ressemble à de l'assembleur, exactement. Et l'assembleur, c'est quoi? C'est un langage qui est très proche de ce qui se passe sur l'ordinateur lui-même. C'est aussi pour ça que je vous le montre. Je trouve que ça fait le lien avec ce que vous avez vu dans d'autres cours. Vous avez vu de l'assembleur, normalement, un petit peu en système, peut-être. OK. Alors, je vous montre un petit logiciel sympa. On va prendre 5 minutes. Vous allez me dire si ça passe, si vous le voyez. Ah mince, attendez. Hop. Faut que j'arrive à le mettre. Peut-être qu'il faut que je partage mon premier écran, du coup. Alors. Est-ce que vous voyez là? Super. Alors, ça, c'est un petit jeu. Ça s'appelle Human Resource Machine, que je vous conseille chaleureusement. Si vous savez faire ce jeu-là, si vous faites... Ah, ça lag, ouais. Oui, c'est normal parce que pour que ça ne prenne pas trop de ressources, j'ai limité le nombre de frames par seconde qui peut venir vers vous. Bon, mais je vous montre quand même 5 minutes. Donc, c'est un petit jeu. Et si vous faites ce petit jeu et que vous le réussissez en entier, vous serez des pros de la programmation et de l'assembleur et de tout ce que vous voulez. Donc, c'est un langage, enfin, il y a pas mal d'humour et de mise en scène, mais en réalité, ça vous demande de programmer des petits trucs en assembleur. Enfin, si tu l'as fait, voilà. Sans l'avoir compris, c'est pas grave. Hein. Tu as quand même appris à faire cette chose-là. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le langage qui est dedans, c'est exactement le langage de l'assembleur ou le langage de la machine de von Neumann que je viens de vous présenter. D'accord? Et donc, à chaque fois, vous avez des petits objectifs. Par exemple, ici, vous voyez, à gauche, vous avez un tapis. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut répéter plusieurs fois une tâche. D'accord? Et vos entrées, c'est la liste des trucs qui sont donnés dans le tapis. Et il faut falloir les sortir sur un tapis de sortie. C'est presque la même chose, au lieu d'avoir une entrée et faire une sortie, bon, vous avez une suite d'entrées et une suite de sorties. C'est ça la seule différence avec la machine de von Neumann. Tout le reste va être vraiment exactement pareil. Et donc là, on vous dit, par exemple, il faut mettre tout ce qu'il y a dans les tapis d'entrée dans le tapis de sortie. D'accord? Vous avez l'instruction inbox qui lie le tapis d'entrée et vous avez l'instruction outbox qui copie sur le tapis de sortie. Regardez, j'ai fait un code très simple. J'ai fait inbox, c'est-à-dire je lis ce qui est sur le tapis d'entrée, et outbox, je mets ce que du coup je viens de lire sur le tapis de sortie, et jump. D'ailleurs, ce modèle-là, il est encore plus proche des premiers modèles de machines où il y avait deux registres particuliers, A et B, qui étaient les registres de travail. Et toutes les opérations étaient toujours faites sur les registres de travail. Là, vous voyez, je peux faire add R2, R3, c'est-à-dire que je peux additionner des choses qui sont n'importe où dans la mémoire au hasard. Pas au hasard, n'importe où. Alors qu'en fait, avec les modèles qui sont plus proches encore des ordinateurs, il faudrait dire, je charge ce qui est la position R2 et R3 dans ma mémoire de calcul, dans les registres A et B, et ensuite je fais l'addition sur A et B, et ensuite je recopie ça dans la mémoire. Il y avait des étapes en plus, parce que toutes les opérations ne se font que sur deux registres particuliers. Et ça, c'est encore plus proche des vrais ordinateurs, parce qu'effectivement, les vrais ordinateurs ne peuvent pas arbitrairement aller chercher dans la mémoire vive et dire je fais la somme sur ces deux trucs-là. Non. Ils prennent dans la mémoire vive, ils mettent dans leurs registres, qui sont très peu nombreux, les registres du processeur physique, et là, ils peuvent exécuter une opération. Donc il y avait cette idée-là de petite mémoire de travail intermédiaire, mais qui ne sert à rien au niveau des modèles de calcul, donc on ne va pas s'embêter. Mais ici, vous avez cette mémoire
comme ça de calcul qui en fait ce que va apporter le petit bonhomme. Donc regardez, le petit bonhomme, hop, quand il fait inbox, il prend le truc, quand il fait outbox, il le pose. Et le jump ici, qui est exactement comme mon jump moins 2 du coup, enfin, moins 1 plus précisément, parce que même s'il va avant, il va du coup faire celui qui est juste après. Donc vous voyez, donc ça fait comme une boucle, le jump, ici. Et donc il va du coup prendre tous les trucs qui sont dans le tapis et les amener sur l'autre côté. Vous avez compris? Donc inbox, je prends sur le tapis, outbox, je pose. Et le jump ici me fait que je répète. Alors hop, je peux vous montrer un ou deux niveaux. C'est les premiers niveaux, ils sont très faciles, c'est juste pour comprendre le langage. Donc là, vous voyez que maintenant, on a accès à des registres. Les cases qui sont sur le sol, 0, 1, 2, 3, 4, 5, là, c'est des registres. Les mêmes registres que tout à l'heure. Ok. Et du coup, il faut pouvoir les manipuler. Et donc ici, il y a un truc qui s'appelle copy from. La copy from, c'est charge ce qu'il y a dans le registre numéro temps. Donc ici, on me dit de mettre bug dans le tapis de sortie. Vous voyez, bug, B, c'est le 4e registre, U, c'est le registre 0, et G, c'est le registre 3. Donc je copie ce qu'il y a dans le registre 4 et je le mets sur le tapis de sortie. Je copie ce qu'il y a dans le registre 0 et je le mets sur le tapis de sortie. Je copie ce qu'il y a dans le registre 3 et je le mets sur le tapis de sortie. Hop. Vous voyez, là, c'est le petit bonhomme qui se balade. C'est exactement, en réalité, l'exécution d'une machine RAM. Hein. Okay. Vraiment, la seule différence, c'est cette idée que on est en train d'écrire la sortie, c'est le tapis de sortie, quoi, et qu'on ne peut pas forcément écrire qu'un entier, mais une suite d'entiers. C'est vraiment presque pareil. Allez-y, posez-moi des questions s'il y a besoin. On va faire un truc un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Là, ah oui, il faut prendre les 2 premiers éléments de l'inbox et les mettre dans l'outbox dans l'ordre inverse. Donc, il faut que je prenne, vous voyez, 1 et 5 et que je mette 5 et 1. Alors, c'est quoi le programme? C'est très simple. C'est que je prends 1 et je le copie temporairement dans un registre. Je prends 5 et je le mets. Et ensuite, je reprends celui que j'ai mis dans un registre et je l'enlève. C'est exactement comme j'échange l'ordre de 2 variables. Vous savez, échanger l'ordre de 2 variables. On veut mettre A égale B, B égale A. On met la variable B dans une variable temporaire, puis A dans B, puis la variable temporaire dans A. C'est ce qui se passe ici, en fait. Vous voyez, là, on est obligé d'utiliser un registre qui nous sert de variable temporaire pour échanger l'ordre des deux. On va vérifier que ça marche bien. Vous voyez, je prends mon entrée, je la copie dans un registre, je prends la deuxième entrée, je la sors, je reprends mon entrée de mon registre, je la mets, et il y a un jump qui me fait recommencer, parce qu'il faut faire ce truc-là plusieurs fois. OK. Allez, on va faire un dernier. Et voilà. Et alors, est-ce que j'ai... Oui, plus additionnel. Donc, je pense qu'on a accès ici aux additions. Bien sûr, après, on va avoir accès aux opérations arithmétiques. Je vous ai dit que c'était important, les opérations arithmétiques. Et vous voyez ici, là, voilà. J'ai add. Donc, add, ça va permettre d'ajouter donc ce que le petit bonhomme a dans la main avec un registre. OK? Donc, c'est exactement les opérations qu'on fait. Encore une fois, c'est un petit peu plus simple. On ne peut pas dire je prends 2 registres et je le mets dans un 3e registre. C'est vachement plus restreint, même si on peut faire la même chose dans plusieurs opérations. C'est la valeur courante, je l'ajoute à un registre et c'est ma valeur courante. C'est ce que ça veut dire. Voilà, ici, là, il y a une sorte un registre de travail, c'est ce qu'a le petit bonhomme dans la main. Ce qui est donc du coup un petit peu plus limité finalement que ce que je vous ai montré, mais très similaire. Donc là, on vous dit, faites la somme de 2 éléments et mettre dans la sortie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre un élément, le mettre dans un registre, prendre le deuxième élément, l'ajouter à celui qui est dans le registre et le mettre sur la sortie. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Prendre un élément, le mettre dans le registre, prendre un deuxième élément, l'ajouter à celui qu'on a stocké, et puis le résultat, du coup, le mettre dans la sortie. Et encore une fois, un jump à chaque fois que tu fais une boucle. Et après, bien sûr, on va pouvoir ajouter les multiplications, les jumps conditionnels, et une fois qu'on aura les jumps conditionnels, les multiplications, on aura à peu près tout ce qu'il faut pour faire n'importe quel programme. Et il y a également un peu plus tard des
accès à des registres par référence. On peut faire vraiment n'importe quel programme. Et en plus, non seulement on pouvait déjà faire n'importe quel programme avant, mais en plus là, on peut faire n'importe quel programme et les programmer de manière ressemblante à ce qu'on ferait avec du C, par exemple. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est un truc minimal qui permet de faire après la même chose que du C. OK. Donc, je vais m'arrêter là pour ce petit jeu. Mais ça s'appelle Human Resource Machine. Je vous conseille énormément. Si... Très bon let's play, merci. Mais je vous encourage. En fait, il y a énormément de très bons jeux. Si vous aimez bien la programmation et encore plus l'algorithmique et l'informatique théorique, il y a énormément de très bons jeux, notamment des jeux un peu d'énigmes, où la manière de penser pour les résoudre est très similaire à créer un algorithme. Vous n'avez pas l'impression de créer un algorithme, mais en fait, ce que ça met en jeu dans votre cerveau, c'est un peu la même chose. Par exemple, je peux vous conseiller The Witness, mais il y en a plein. Hein. Je veux dire, c'est un exemple parmi le même auteur d'ailleurs, Braid. Ça, c'est plutôt pour de l'algorithmique. Et Human Resource Machine, ils ont fait aussi 7 Billion Humans, ce qui est rigolo, qui est la même chose que Human Resource Machine, mais qui se fait avec plein de petits bonhommes en parallèle. Et du coup, ça revient à programmer une flotte de robots, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la programmation décentralisée. Ça revient à programmer une flotte de robots indépendants pour réaliser une tâche. C'est plus compliqué en fait que faire de la programmation classique, mais c'est vachement cool. Et c'est des trucs qu'on pourrait aborder normalement ça en L3 ou en M1. Ce genre de. Donc, si vous l'avez fait dans un jeu et que vous êtes déjà capable de le maîtriser, bon, bah, c'est comme si vous avez déjà votre M1, quoi. Enfin, votre cours de M1. Et c'est pas si difficile quand on le fait dans un jeu rigolo, très progressif. Enfin, c'est pas si difficile. Il y a quand même un certain challenge, hein, mais. Donc si ça vous amuse, allez-y et vous allez énormément progresser. Hein. Si vous êtes capable de faire même déjà Human Resource Machine jusqu'au bout, bah, j'ai écrit les noms là. The Witness, Bright, 7 Billion Humans, Human Resource Machine avant. Tout est dans le chat. Voilà. Si vous savez faire Human Resource Machine jusqu'au bout, vous savez pas, je le refais. Hein. Et bah franchement, ça va vous rendre bon en système, bon en programmation et bon en algo. Enfin, en tout cas, ça vous fait progresser sur ces 3 trucs-là. Ah, je suis en message privé, je suis désolé. Merci. Oui, parfois par défaut, quand quelqu'un m'envoie un message privé, parfois il se met automatiquement, je suis désolé, en message privé. Je les ai fait tous en message privé, oui. Alors, je suis désolé, je les remets tous, ceux que j'ai cités. Bon, bien sûr, il y en a des tonnes, hein, des jeux bien comme ça, mais je vous en dis quelques-uns là, de 2 boîtes qui ont fait ça. Mais... Human. Ça, c'est les 2 sur de la programmation, soit style assembleur, soit style flotte de robots. Et des trucs plus, des énigmes vraiment très bien et qui font penser un petit peu, j'allais dire, un peu comme un algorithmique. Braid et The Witness. Oh, il y a plein de trucs, bien sûr. Hein. Vous connaissez tous des trucs comme Portal. Bah, finalement, construire une solution de Portal, ça ressemble un petit peu à écrire un algorithme pour résoudre un problème. Ça ressemble même beaucoup, en fait. Bon, je peux voilà. Si vous êtes intéressé par d'autres exemples, je vous en donnerai d'autres. Allez, on va avancer un petit peu sur le cours. Donc, je reviens sur... Ah, c'était bloqué level 1. Mais c'est des jeux, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut prendre son temps. Et l'idée, c'est de comprendre le langage que le jeu vous expose. Il vous expose une sorte de langage intellectuel. Et il faut le deviner en essayant, en comprenant. Et finalement, ça, c'est assez similaire à apprendre finalement un langage de programmation ou à apprendre à résoudre des problèmes algorithmiques avec des petites briques que vous comprenez intuitivement. Et après, on les met ensemble pour réussir à résoudre des trucs plus compliqués, quoi. Ok. Alors, équivalence, machine de Turing et machine RAM. Donc les machines RAM, on allait presque le plus loin que ce qu'on pouvait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on va ajouter une mémoire aussi riche que possible, le tableau. Le tableau, c'est top, on s'est implémenté toutes les structures de données avec un tableau. Ok. Plus, on peut aller directement n'importe où dans n'importe quelle case, c'est vraiment efficace. Plus, on va se donner des instructions qui font des additions, des multiplications, des soustractions, des divisions. Donc, on se donne vraiment puis on peut manipuler des entiers, pas juste des 0 et des 1, quoi. Donc on s'est donné vraiment toute la puissance qu'on a envie, en tout cas, de se donner. Et moi, ce que je prétends, c'est que c'est pas plus fort qu'une machine de Turing. C'est exactement aussi fort qu'une machine de Turing. Alors,
Simuler une machine de Turing par une machine RAM, c'est très facile. Vous dites, OK, ma bande de machine de Turing, ça va être ma suite de registres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le tableau, il simule une liste. Vous dites juste, je vais avancer dans mes registres ici, dans mon tableau. De 1 en 1, de même quand la machine de Turing elle se déplace vers la droite, j'avance de 1 dans mes registres, sinon j'enlève 1. OK. Et puis vous avez un registre spécial qui vous dit où est la tête de lecture. Et donc vous allez lire en faisant de l'indirection à chaque fois la valeur qui est sous la tête de lecture. OK. Vous avez aussi le numéro d'état courant. Donc il suffit de numéroter les états. Et puis à chaque étape, vous allez dire quoi? Je lis le registre qui correspond à la case de la machine de Turing que je dois lire. Je lis le numéro de l'état. D'accord. Et à partir de ces deux valeurs-là, vous allez lire le nouveau, enfin tout ce qu'il faut faire, quoi. Et donc votre code de machine RAM, ce que j'écris ici, c'est une immense énumération de cas. En gros, chaque cas, c'est une transition de la machine de Turing. C'est si jamais je lis la lettre A et que je lis la lettre et que je suis dans l'état Q, donc on va dire ils ont des numéros, donc l'état numéro 2, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je laisse le A, que j'aille vers la droite. Donc que je laisse le A, ça veut dire je ne change rien, je n'écris rien. Que j'aille vers la droite, ça veut dire que j'ajoute 1 à mon registre qui dit où est ma tête de lecture. Et que j'aille dans l'état numéro 4. Ça veut dire qu'il faut que j'écrive 4 dans mon état qui dit dans quel état je suis. Et puis après, paf, un jump qui revient au début du programme. Donc voilà. Et puis à chaque fois, voilà, votre grande liste de cas, donc ça va avancer avec des jumps if equal. Et ça va finir par trouver la bonne transition, l'exécuter, revenir au début. Cherche la bonne transition, l'exécuter, revenir au début. Donc c'est très facile de simuler une machine de Turing avec une machine RAM. Alors je ne vais pas faire... Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs sur ce truc-là? Je l'ai assez vite là, mais peut-être je vais dessiner un petit peu plus. 9h11, on n'a plus beaucoup de temps, mais ça va aller. Donc l'idée, je répète, c'est que vous avez deux registres spéciaux. On va remettre en noir. On va dire que c'est R1 et R2. Monsieur. Ici, vous avez, donc il faut quoi? Il faut l'état. On a qu'à dire que c'est l'état ici, donc c'est par exemple l'état numéro 7. Ici, c'est la position de la tête de lecture. Et puis ici, c'est la bande. R3, R4, R5, R6, R7. Je vais pas mettre 2, je vais mettre, je sais pas, 4 ici. On va dire que c'est directement référence à la position sur la bande. Alors. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tête de lecture sur la machine de Turing que je simule, elle est sur le registre 4. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait ça, si on voit ça comme une bande à partir de R3, en fait, elle est en position sur la deuxième case de la bande, en fait. OK. Et puis, par exemple, ici, on a qu'à dire que c'est que des 0,1, le langage. Ah, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Je vais regarder. Ah, c'est que merci, oui, vous avez raison de lever la main. Je ne partage plus le bon truc. Oui, oui, oui. J'ai changé tout à l'heure. Excusez-moi, désolé. Merci, merci. Je vais changer ce que je partageais. Vous voyez le bon truc maintenant? Désolé. C'est encore un petit manque d'habitude des cours en ligne. Ouais, ça marche de lever la main. Comme ça, j'ai coupé mon son. Vous m'entendez ou pas là? Ah, je vous entends pas. D'accord. C'est bizarre ça. J'ai coupé mon son, hein. Ah oui. Merci. Ça pareil, ça a dû couper le son quand j'ai lancé le jeu, je crois. Et du coup, je vous entendais plus. Désolé. Vous avez bien fait de lever la main, comme ça, je vous ai entendu. Enfin, je vous ai vu. Normalement, si vous parlez, là, ça remarche. Et du coup, j'ai vu que je ne partageais plus le bon truc. Merci beaucoup. Donc, je vous remontre, je vous réexplique ce que j'ai dessiné, du coup. C'est ce qui est en dessous, là. Ce que j'ai dessiné, c'est ce truc-là, qui va simuler une machine de Turing. C'est quoi l'idée? Ce que je vous ai dit tout à l'heure à l'oral. Vous avez deux registres spéciaux. Un qui dit l'état de la machine de Turing dans lequel vous êtes. Par exemple, ici 7, ils sont tous numérotés de 1 à 25 si vous avez 25 états. Et puis, ici, 4 dans le registre R2, ça vous dit le registre sur lequel il y a la tête de lecture. Donc ça veut dire que c'est le quatrième, qui en fait est la deuxième case de la bande, puisque la bande, elle commence qu'en R3, en fait, du coup.
D'accord? Peut-être ici, vous avez 1, 0, 1, et puis rien dans les autres. Par exemple, on n'a qu'à dire qu'il y a moins 1 pour représenter blanc. OK? Voilà. Et puis, à chaque étape, là, vous faites quoi? Ah, je lis un 0 sur R4. Ah, je lis un 7 dans R1. Et avec ces deux informations-là, ça va me permettre, en me baladant dans le code, de trouver la bonne instruction à suivre. Donc, il faut voir comment on écrit ce code-là, mais ça veut dire il faut faire des jumps if equal, et donc vous faites un jump si R4 est égal à 0 et que R1 est égal à 7. À ce moment-là, ça vous fait arriver dans le bon code à exécuter, qui correspond à ce que ferait la machine de Turing si elle est dans l'état 7 et qu'elle lit un 0. Okay, et donc, par exemple, si c'est ce que la machine doit faire, c'est écrire un 1 à la place du 0 et aller vers la droite, c'est facile. Hein. Il suffira d'écrire un 1, ça on sait faire, écrire une constante dans un registre, dans le registre qui est pointé par R2, ça on sait faire avec l'indirection. Et puis, si on doit changer l'état, parce que l'état change, OK, nouvel état, c'est l'état numéro 5, c'est pareil, on écrit la constante 5 dans R1. Et puis, si on doit aller vers la droite, on ajoute 1 à R2. Et voilà. Et là, on a fait notre transition qui dit transformer mon 0 en 1, passer à l'état 5 et aller vers la droite. OK? Ça, c'est une suite d'instructions très simple à écrire avec une machine de von Neumann. Donc voilà, j'en dis pas plus. Le chat, je vais regarder le chat, du coup, s'il y a un truc. OK. Donc j'espère que ça va vous donner une idée. Pour le truc contraire qui dit comment est-ce qu'on simule une machine de RAM avec une machine de Turing, dans le TD, on va voir comment est-ce qu'on peut simuler du pseudocode ou le langage C. Donc c'est un peu la même chose qu'une machine RAM. OK, donc je ne vais pas le dire là. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'était le jeu de la vie, qui est un dernier modèle de calcul. Est-ce que vous avez déjà vu le jeu de la vie en cours avant? Alors, certains l'ont peut-être vu en L1, mais peut-être pas tout le monde. Donc le jeu de la vie, c'est vous avez une grille infinie typiquement, et chaque cellule de la grille, elle est vivante ou elle est morte, d'accord? Et j'avais vu sur Science Étonnante, oui, j'avais dû mettre ça dans les trucs à regarder. Donc voilà un exemple de grille. Au début, vous avez une grille comme ça, et puis vous mettez donc en blanc ici, c'est celles qui sont mortes, en noir, c'est celles qui sont vivantes, par exemple. Et donc vous choisissez un état initial dans votre grille. Bon, là, je ne représente pas toute la grille, parce que c'est trop. OK? Et après, il y a une petite règle qui dit une cellule vivante, si elle est entourée, donc entourée, c'est les 8 cellules qui sont autour d'elle, de 2 ou 3 cellules vivantes, elle reste vivante. Une cellule morte, si elle est entourée de 3 cellules vivantes, elle devient vivante. Dans les autres cas, la cellule reste ou devient morte. Donc, c'est des règles locales qui disent pour chaque cellule comment elle va se transformer en vivante ou en morte. Alors, je n'ai plus le temps de vous faire un exemple là, mais il y a des logiciels qui permettent de vous montrer ça. Je vous avais donné de toute façon une vidéo, donc il faudra aller regarder la vidéo. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un modèle comme ça, qui a l'air très simple, extrêmement simple, on peut définir quand même un langage qui reconnaît. Okay, par exemple, on peut dire, donc au début, une entrée, c'est qu'est-ce que vous allez mettre comme cellule vivante dans la case, dans votre grille au début. Et on peut dire que ça code un mot. Pour expliquer comment. Et puis on pourrait dire, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les entrées qui donnent une grille vide. Par exemple, je vais accepter les entrées, qui sont des grilles de départ, si jamais, en appliquant la règle de l'automate, pour cette sorte d'automate cellulaire, ça donne une grille vide. Ou alors, je vais accepter les entrées qui donnent des configurations qu'on appelle stable, c'est-à-dire que ça va donner toujours la même grille sans jamais changer. Ou périodique, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un modèle comme ça, qui est un petit modèle jouet, on peut le voir comme un modèle qui accepte des mots ou qui calcule des choses. Et en fait, il se trouve que même les automates cellulaires, qui ont l'air si simples et si idiots, et vous pourrez aller voir des choses qu'ils font, même si... En fait, il faut des choses compliquées. Et qu'ils peuvent réussir à faire des choses aussi compliquées que des machines de Turing. Ça, c'est assez étonnant, parce que là, tout le long du cours, on est allé vers du plus compliqué. Là, on est arrivé à la machine de von Neumann, qui quand même sait faire des additions, sait manipuler des entiers, et sait faire c'est utiliser des tableaux. Puis là, je reviens vers un truc qui est un automate hyper basique. Pourtant, cet automate super basique, il est aussi puissant qu'une machine de Turing. Et ce qui est important, c'est que vous voyez, il travaille sur une grille infinie. Donc, il a une grosse mémoire quand même, d'un certain point de vue. Même si sa mémoire est débile, qui peut y accéder que localement. Une case, elle regarde que ses voisines. Quand même, on peut
simuler une machine de Turing avec un truc comme ça, ce qui est quand même complètement fascinant. Ok. Donc je me suis un peu pressé parce que ça va être la fin du cours. Vous voyez, je vous ai mis un certain nombre de... Ah oui, un pack The Witness. Ouais. Bon, après, je ne fais pas des pubs pour que vous achetiez des jeux, hein, mais voilà, ça c'est très bien, je vous conseille. Par contre, ce que je vous demande de regarder, c'est, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais regardez-le bien pour le prochain cours après les vacances. Ce lien-là qui parle des infinis, on en aura besoin pour le dernier cours. D'accord? Donc regardez-le bien. Il y a des ressources, je vous ai montré quelques trucs sur les machines de Turing. Et du coup, comme j'ai pas eu beaucoup de temps sur le jeu de la vie, regardez aussi celui sur le jeu de la vie. Ok? C'est très bien, c'est très didactique. Et c'est pas très long, je crois que ça va durer une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes. Donc regardez au minimum celui sur le jeu de la vie et celui sur les infinis. C'est deux trucs de science étonnante. Et puis si vous avez envie, pour voir un peu plus sur les machines de Turing, j'avais mis d'autres liens. C'est peut-être un peu plus compliqué. Ok? Je vous fais confiance, vous regardez les deux, le premier du coup et le dernier au minimum. Comme ça, vous serez tout à fait prêt pour le cours. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on s'arrête? Alors, l'équivalence entre MT et RAM revient à dire qu'un ruban infini de deux côtés peut faire exactement la même chose qu'un ruban bien fini. Attention, ruban bien fini, ça veut dire infini de côté. Tu veux dire ruban infini d'un seul côté, quoi. C'est plus compliqué parce que tu vois, la machine de Turing, quand elle va simuler la machine RAM, il faut dire, tu vois, la machine RAM, par exemple, elle a l'instruction add R1, R1 milliard. Quoi. Ben, il faut que ta machine de Turing, du coup, R1, R1 milliard, R2 milliards. Il peut écrire ça. Ça veut dire que la machine de Turing, il faut qu'elle aille choper sa première case, si on suppose que la bande simule les registres. Elle doit aller choper sa première case, sa case 1 milliard, et écrire le résultat dans la case 2 milliards. Donc ça peut être un petit peu compliqué de faire ça. Le deuxième truc compliqué, c'est la machine RAM, elle gère des entiers, alors que la machine de Turing, elle gère des 0 et des 1. Donc en fait, on ne peut pas vraiment stocker une case de machine de Turing, ça ne peut pas vraiment être un registre. Donc ça va être un petit peu compliqué. Alors j'ai l'impression que tout est équivalent à partir de la machine de Turing. Tu as une bonne impression et on en reparlera encore à la rentrée. La réponse est oui. Tout est équivalent à la machine de Turing, j'avais déjà dit un petit peu. Hein. On n'arrive pas à aller au-delà de la machine de Turing. Alors, on peut aller en dessous, si on est suffisamment restrictif. Dès qu'on met suffisamment de mémoire en pratique, on arrive souvent à faire une machine de Turing et on ne peut pas aller au-delà. Voilà. Donc voilà, simuler une machine RAM par une machine de Turing, c'est tout à fait possible, mais c'est un poil compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un peu l'équivalent de faire une sorte de compilation. Voilà, voilà. C'est bon? Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une très bonne journée, des bonnes vacances, et on se revoit à la semaine de la rentrée. À bientôt!